Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Pierre Martinet. Pierre Martinet, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'écrire et de publier un livre intitulé Pris en otage, un agent du service Action raconte, qui est paru aux éditions Mareuil. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos lecteurs? Bien sûr, je suis Pierre Martinet, j'ai 58 ans. Je suis, actuellement, heu, directeur et fondateur de Wincorp Security Defence. C'est une société militaire privée, basée à Londres, puisque je suis à Londres depuis 5 ans, avec un pied en France également. Je suis un ancien militaire, j'ai passé 20 ans, dans l'armée et dont 5 au service action de la DGSE, le bras armé secret de la clandestin des services secrets français. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à intégrer le service Action? J'ai envie de dire aussi, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, les lecteurs et les auditeurs ne savent pas forcément ce qu'est le service Action. Donc, expliquez-nous votre démarche pour l'intégrer et ce en quoi ça constitue. Alors, le service action de la DGSE, comme je le disais précédemment, c'est la branche armée clandestine de la DGSE, la Direction générale de la sécurité intérieure. Nous étions, et c'est toujours le cas pour ceux qui y sont actuellement, missionnés pour partir à l'étranger et faire des missions de renseignement afin d'action, de renseignement afin de renseignement, et donc dans ces différentes missions que j'ai pu être amené à faire, moi, me concernant il y a quelques années, c'était uniquement de travailler sur les réseaux islamistes de cette période, hein. C'était encore, les balbutiements d'Al-Qaïda et la les le point fort, le paroxysme des GIA. Donc j'ai passé quelques années à traquer ces gens-là et c'est à partir de là que je me suis vraiment intéressé à ce qu'il y avait derrière toutes ces actions, des groupes islamistes. Ce n'est pas anodin. Il y a un réel projet et ça fait, à peu près 20 ans que je travaille sur ce projet-là. Alors, comment est-ce qu'on est recruté au sein de la DGSE? On a en tête le Bureau des légendes, la série, mais comment est-ce qu'on en vient à être recruté? Alors la DGSE est constituée de on va dire, 2 tiers de civils et 1 tiers de militaires. Alors, il y a plusieurs façons de rentrer à la DGSE. La DGSE, soit on va être recruté, au sein d'universités françaises comme le font les Anglo-Saxons, les Américains ou les Anglais, ou alors on postule pour passer des concours au sein de cette direction-là, hein, la direction générale de la sécurité extérieure. Mais en ce qui concerne le service action de la DGSE, c'est différent. Il peut y avoir c'est différent pour la simple et bonne raison que nous sommes tous des militaires. Et donc, on rentre dans le cursus comment dirais-je, de mutation presque traditionnelle, c'est-à-dire qu'on fait une demande pour servir au sein du service action. Ensuite, il y a une sélection qui est faite, première sélection qui est faite sur dossier. Ceux qui sont retenus, qui ont le profil qui intéresse le service, eh bien, ils sont convoqués à Paris pour passer une batterie de tests. Et maintenant, il y a des mises en situation également. Et ensuite, ceux qui ont réussi les tests ont subi également une enquête qui est faite par la DRSD, l'ancienne DSD, pour vérifier la famille, les antécédents judiciaires ou pas. Et ensuite, eh bien, ceux qui sont retenus sont affectés dans les centres qu'ils désirent, qu'ils ont choisis, c'est-à-dire Quellerne en Bretagne pour les nageurs de combat, mais eux qui suivent un cursus différent, Perpignan et Orléans où j'étais pour les agents clandestins. Alors, votre livre, donc Pris en otage, un agent du service Action raconte, donc ça évoque vos aventures, j'ai envie de dire, en terre islamiste, dans une Libye, déchirée par la guerre civile, une Libye post-Kadhafi. Mais, j'ai envie de dire, vous, ça fait plusieurs décennies que vous connaissiez déjà ce terrain-là. En quoi était-il important pour vous d'écrire ce livre? Alors, la première raison pour laquelle je fais ce livre avec Marc Jugnat, qui est mon co-auteur, qui m'a permis de réaliser ce livre, et plus les éditions Mareuil, c'était pour rendre hommage à Pierre Maziali, qui avait été tué ce soir-là avec moi, le soir du 11 mai 2011, dans une rue sombre de Benghazi, qui a été tué à bout portant par un islamiste qui lui a mis une balle dans le dos, une balle de Kalachnikov dans le dos. Donc c'était À important pour 48 moi. ans.
exactement. C'était important pour moi de lui rendre hommage, hein, et ensuite, c'était aussi important pour moi même si c'est assez vieux maintenant, c'était important pour moi de rétablir une certaine vérité parce que quand on est rentré en 2011, 2012, 2013 et quelques années après, il y avait encore beaucoup de fausses informations qui circulaient sur nos conditions d'arrestation, d'enlèvement. Il y avait beaucoup de médias qui disaient n'importe quoi, donc qui n'étaient pas sur place. Il y avait beaucoup de personnes. C'est étrange parce que nous étions que 5 et j'ai l'impression, en lisant tout ce qui s'est passé, qu'on était 60 parce que j'ai lu tout et n'importe quoi. Donc c'était important de réellement dire ce qui s'est passé ce soir-là, concrètement et factuellement, de façon à au moins que sa mémoire ne soit pas salie comme elle a pu l'être par certains médias et certaines personnes. Alors justement, dans quel contexte avez-vous été pris en otage et comment vous-même avez pu survivre? Alors, Sans tout la prise révéler de votre livre, bien évidemment. Bien sûr, la prise d'otage en elle-même, ça s'est passé le 11 mai 2011 aux alentours de 23h30. On a été, on sortait d'une pizzeria parce qu'on avait été mangé très tard, parce que j'avais été chercher en amont Pierre Marziali pour des rendez-vous le lendemain avec le Conseil national de transition et aussi la partie militaire des révolutionnaires. Donc, on a fait quelques mètres et une bande armée nous est tombée dessus avec un pick-up monté d'un bitube de 14,5, c'est une grosse mitrailleuse soviétique, et beaucoup de monde sont sortis des pick-up armés et nous ont jetés par terre, nous ont intimé l'ordre de mettre les mains sur la nuque. Donc, Pierre Marzali était à ma gauche et c'est à ce moment-là qu'il a été abattu, quoi. Donc je pensais vraiment que c'était une exécution, qu'on allait tous mourir ce soir-là. J'ai fermé les yeux et j'ai attendu d'en prendre une aussi à mon tour. Ça n'a pas été le cas. Ils nous ont relevés violemment. Ils ont jeté Pierre Marzali dans le pick-up pour l'amener, pour aller le déposer à l'hôpital libyen. Et ensuite, on s'est retrouvés tous les quatre séparés dans des cachots séparés, hein, tous. Et donc là, voilà, donc là, il s'en est découlé des scènes un peu difficiles pour nous, hein, de torture, d'interrogatoire musclé. Et comment je m'en suis sorti? Ben, grâce à ma formation, à ma force mentale, travaillé tout au long de mes stages, de mes parcours militaires, de mes parcours sportifs, sport de combat. J'ai pu tenir comme ça, tout en m'évadant, tout en pensant à ce que j'ai pu faire tout au long de ma carrière, tout au long de ma vie. Et c'est un peu ce que je raconte dans mon livre. Il y a pas mal de flashbacks sur comment je suis parti en mission au Liban, comment j'ai été recruté à la DGSE, ma formation, ma vie privée, etc. etc. Ça a duré 2 semaines, c'est long, mais, comment dirais-je, on avait quand même l'espoir que, puisque la France aidait ces rebelles, euh, on puisse à terme sortir. Alors, moi, je m'étais conditionné pour rester plusieurs mois, hein. Heureusement, on est resté que 2 semaines, mais j'avais vraiment peur d'y rester parce que chaque jour, il me promettait de me tuer. On a eu des simulacres d'exécution, des simulacres de torture à l'électricité, hein, donc où il mettait notamment à Eric, il lui mettait des, euh, des électrodes sur le corps et il simulait l'électricité. Donc, je pense qu'ils étaient quand même un peu retenus par l'aide que la France leur apportait. Donc, ils étaient un peu entre la volonté de vouloir nous tuer, nous torturer, et quand même la volonté de pas froisser plus que ça la France. Oui, parce que j'allais vous le dire, il y a quelque chose qu'on aurait pu évoquer en préambule, c'est dans quel contexte en fait, parce que là où à l'époque où vous êtes pris en otage, où votre ami se fait exécuter, en fait, c'est Kadhafi, c'est la chute enfin Kadhafi vient d'être renversé. Quelle est la situation sur place, Alors, géopolitiquement parlant, j'ai envie de dire. alors, Kadhafi n'est pas encore renversé, mais il y a des combats qui font rage entre Tripoli et Oui. Benghazi. La France aide militairement, matériellement, humainement ces rebelles. Et moi, j'étais là-bas pour deux choses. Une partie officielle, visible, c'était apporter de l'aide au CNT, apporter de l'aide, faire des contrats avec eux de formation militaire, de conseils stratégiques, etc., etc., sans aller, bien évidemment, sur les zones de combat avec eux, hein, c'est pas le but. Nous étions là-bas sans armes, nous étions là-bas de façon officielle, nous étions là-bas de façon transparente et visible, hein, pas comme certains l'ont dit. Et
parallèlement, moi, je faisais du renseignement pour un des clients de Pierre Marziali, qui était un client américain qui travaillait pour une grosse société de sécurité américaine qui avait des contrats avec certains services américains, dont la CIA. Ça, c'est mon interprétation parce j'ai jamais vu de contrat signé. Et Pierre me l'a jamais réellement dit, mais il m'a laissé sous-entendre pour qui on travaillait. Donc mon but, c'était de prouver que derrière cette révolution, il y avait surtout la volonté d'instaurer la charia et que c'était, comment dirais-je, dirigé par des groupes islamistes, hein, notamment certains frères musulmans qui étaient protégés par le Qatar, etc., etc. Et ça s'est avéré vrai puisque la première des mesures que prend ce fameux Conseil national de transition, c'est d'instaurer la charia en Libye. Alors, Donc, c'est pas très difficile à prouver parce que quand on est arrivé, les femmes étaient assez libres. Tout le monde priait le vendredi sur la place de la Liberté, tous ensemble. Et petit à petit, les femmes ont eu l'obligation de se voiler. Ils ont fait ils ont construit sur cette fameuse place une sorte d'enclos fermé avec des contreplaqués, avec une porte qui se fermait avec une chaîne et un cadenas, gardé par un islamiste avec une Kalachnikov, et les femmes étaient parquées là-dedans pour la prière du vendredi. Donc petit à petit, on a bien vu que derrière cette pseudo-révolution pour la liberté, en fait, c'était bien les islamistes qui étaient derrière. Et c'est ce qui s'est avéré un peu en Égypte aussi, en Tunisie et dans tout le Maghreb, parce qu'il y avait déjà, depuis de nombreuses années, des islamistes, des salafistes et des frères musulmans qui prêchaient et qui faisaient du lobbying, qui faisaient du prosélytisme de façon clandestine. mais justement, en fait, ce qui est frappant dans ce que vous dites et dans ce que vous écrivez, c'est que vous étiez des hommes de terrain. Bon, vous étiez, je suppose que la France, comme l'Occident, a déployé énormément de personnel sur le terrain. Et est-ce que nos dirigeants avaient vraiment anticipé les conséquences catastrophiques qui découleraient ensuite pour là-bas, mais aussi pour nous, chez nous, en faisant chuter Kadhafi? Est-ce qu'il n'y a pas un problème clairement de hauteur de vue et de vision à long terme? Parce qu'on a l'impression que justement, vous rapportiez le renseignement, vous avez dit ce qui allait se passer, ça s'est passé et en même temps, il y a eu un manque d'anticipation totale de nos dirigeants ou alors est-ce qu'il y a une volonté politique derrière? Des fois on se pose des questions quand même. Moi, je me pose plus de questions depuis longtemps. Je pense que les politiques français savaient très bien ce qui allait se passer. Ils sont pas plus idiots que les autres. Ils ont des personnes autour d'eux, des conseillers militaires et des conseillers du renseignement qui leur ont bien expliqué. Les scénarios qu'on avait envisagés se sont réellement déroulés après, hein, après la chute de Kadhafi, après la mort de Kadhafi. Il ne faut pas l'oublier non plus que ça a déstabilisé tout le Sahel, ça a donné le Mali, ça a donné aussi et ça, ça a été raconté dans certaines interviews par des chefs islamistes sur place. Ils ont envoyé depuis la Libye, armés avec l'armement que récupérait dans les armureries de Kadhafi, ils ont envoyé des combattants face à l'armée française au Mali. Donc, si vous voulez, depuis de nombreuses années, moi, je travaille énormément sur ce projet et une de mes conclusions, je veux dire, temporaires, hein, parce que c'est pas fini, c'est que nos dirigeants sont très court-termistes, savent très bien ils connaissent très bien le projet islamiste qui a commencé en 1928 avec la naissance des frères musulmans. On peut même remonter à 1924 et la fin de l'Empire ottoman. Donc les sunnites se sentent orphelins depuis ce jour-là. Ils n'ont de cesse de vouloir retrouver le même royaume qu'ils avaient avant. Et depuis 1928, ça s'est accentué, ça s'est accéléré, et encore plus depuis 2001. Les frères musulmans sont partout, sont à toutes les strates de nos sociétés occidentales et surtout européennes, parce que je rappelle que l'Europe est le ventre mou de l'Occident et le terrain de manœuvre, entre guillemets, ou le terrain d'action, entre guillemets, des islamistes. Et aujourd'hui, ce qui fait le plus de mal en Europe et en France particulièrement, c'est l'entrisme et c'est les revendications religieuses du quotidien. C'est le manque de volonté politique de vouloir s'attaquer concrètement à l'idéologie. Je rappelle que toutes ces actions violentes, le terrorisme, ne sont pas ne sont pas gratuites. Hein. Ces actions-là sont dirigées, sont alimentées par ce carburant qu'est l'idéologie islamiste, avec un but bien précis. Le but des frères musulmans, la création des frères musulmans, c'est de se répandre sur l'Occident, c'est
d'abord d'attendre le déclin de l'Occident pour mettre à la place des États islamiques. C'est ce qui commence à se faire en Europe. Alors, dès qu'on parle de ça, on nous taxe tout de suite d'extrême droite et on met ça en parallèle avec la fameuse doctrine du grand remplacement. Moi, je ne parle pas de grand remplacement, je parle de projet islamiste. Il suit son cours, il suffit de regarder les photographies des années 80 et aujourd'hui. Le projet a réellement avancé. Quand j'étais au service, on les a vus dans les mosquées clandestines, on les a vus prêcher dans des réunions clandestines. Et aujourd'hui, tout ça, c'est plus clandestin, c'est visible de tout le monde. Mais encore une fois, personne n'ose s'attaquer à l'idéologie islamiste et j'ai des solutions pour ça. Mais dans ce cas-là, parce que là, ce que vous décrivez, c'est vrai que ça fait aujourd'hui, on a de la documentation, il y a eu des enquêtes, il y a eu des Bien révélations. sûr, les constats sont faits depuis longtemps. Les constats sont faits quand même depuis longtemps. Pourquoi est-ce que nos dirigeants continuent à fermer les yeux? Alors, est-ce qu'il y a des collusions d'intérêts, y compris des intérêts bancaux? Parce que quiconque connaît les islamistes sait très bien que en fait, les islamistes utilisent certaines personnes comme des idiots utiles, y compris des élus qui un jour verront des islamistes se retourner contre eux. Mais alors, c'est quoi? C'est on a les yeux grands fermés, ou alors on a des collusions, on n'est pas capable d'éradiquer totalement quelque chose qui, y compris militairement, est quand même plus faible que nous. C'est quoi le problème? Alors, je vais tout de suite répondre à votre dernière remarque. La partie militaire, c'est très simple. On est capable de détruire un groupe islamiste parce que militairement, on est beaucoup plus équipé, beaucoup plus entraîné. On est capable de détruire Daesh, on est capable de détruire temporairement ou éclater temporairement ces groupes-là. Cependant, la partie financière, parce que moi, je travaille sur le triptyque du projet islamiste. Le triptyque du projet islamiste, et ça vient de moi, c'est d'abord l'idéologie, en deux, c'est le financement, et en trois, ce sont les actions violentes. Je parle des groupes islamistes, des actions violentes comme le terrorisme, qui a pour but de créer la psychose dans certaines communautés, dans certains pays, et éventuellement créer des heurts intercommunautaires pour déstabiliser une ville ou une région ou à terme un pays. La, la vraie action qui pourrait stopper ou ralentir ce projet islamiste, c'est de s'attaquer réellement à l'idéologie islamiste. S'attaquer réellement à l'idéologie islamiste, qu'est-ce que c'est? C'est reconnaître que les frères musulmans sont un groupe terroriste. Il faut le mettre sur la même liste, la même blacklist que Al-Qaïda, Daesh, le Hamas, Hezbollah et co. Les frères musulmans sont une organisation terroriste. Ensuite, il faut criminaliser absolument le salafisme et maintenant un nouveau groupe qui a fait son apparition depuis quelques années, c'est Minogoris. C'est un groupe qui est dirigé C'est turc. par la Turquie et les Turcs, je rappelle, qui n'ont de cesse de vouloir retrouver l'Empire ottoman. Donc ça, d'abord, ça serait une action primordiale. Cette action-là, si un gouvernement décide de mettre en place cette action-là, donc de criminaliser le salafisme, interdire les frères musulmans et tout ce qui s'y rapproche, ça va déjà créer, comment dirais-je, des réactions hostiles de la part d'une partie de la communauté musulmane, parce qu'il y a quand même pas mal de musulmans qui adhèrent au projet de façon officielle ou de façon officieuse. Et ensuite, la vraie mesure choc qui serait prise par un État comme la France, puisqu'on a encore cette loi de 1901, mais qui n'est plus du tout adaptée au projet islamiste, ça serait aujourd'hui de remettre le religieux dans la sphère du privé. Comment? Très simple, en refusant toute revendication du quotidien. La revendication du quotidien, les revendications religieuses du quotidien sont plus efficaces à terme que les attentats et qu'une Kalachnikov. Donc, on sait très bien qu'à terme, ils vont réussir à nous imposer leur projet, mais c'est latent, ça dure depuis des années, parce qu'ils ont le temps et nous avons la montre. Ils s'inscrivent dans un temps très long, et si un gouvernement prend ces décisions-là, il y a un risque de déstabilisation entre une certaine partie de la communauté musulmane et le reste du pays. Ouais. C'est pour ça que je pense que personne ne la prendra. J'ai été auditionné au Sénat, j'ai proposé mes solutions, ils m'ont dit que c'était des bonnes solutions, mais qu'ils ne les prendraient jamais. Mais parce qu'il y a aussi, alors vous parliez tout à l'heure de grand remplacement, mais il y a aussi la question démographique qui joue, c'est-à-dire Bien qu'on sûr. on a quand même alors, au Royaume-Uni, en France, en Belgique, enfin il y a des
Je suppose que, y compris les renseignements, y compris tout le monde sait qu'il y a il y a quasiment des enclaves ou des pans entiers du pays qui, si les mesures là étaient prises, c'est une révolte totale demain. C'est Donc, pour ça, c'est exactement ça. Vous avez mis le doigt sur la peur des politiques. S'ils prennent toutes ces mesures, ils pensent qu'il va y avoir des soulèvements ou des heurts intercommunautaires et ils ont peur de le faire. Donc, comme ils ont peur de le faire, ils continuent à jouer avec à nos peurs, avec nos failles dans les démocraties qui sont les droits de l'homme. Mais la France pourrait être le fer de lance de la lutte contre l'islamisme parce que nous avons encore avec nous cette fameuse loi de 1905, la fameuse laïcité. On pourrait s'en servir, on pourrait la modifier et on pourrait faire une vraie loi contre l'islamisme et le projet islamiste. La loi qui est sortie contre le séparatisme ne sert absolument à rien. Pourquoi? Parce que c'est bien de fermer une mosquée salafiste. Donc, ce n'est pas la mosquée qui est en cause. Tous les gouvernements successifs ne s'attaquent qu'à une chose, c'est aux conséquences, jamais à la cause. La cause, c'est le projet islamiste. Fermer une mosquée salafiste n'empêchera pas le salafisme de se répandre dans une autre mosquée ou à côté. Ils n'ont pas compris que tant qu'on ne se sera pas attaqué à la racine du mal, eh bien, ils continueront tranquillement, comme une pieuvre, à se répandre sur l'Occident et en particulier en Europe. Je veux juste souligner que dans mes recherches, dans mes lectures, dans mes écoutes d'interviews, certains frères musulmans, il y a de nombreuses années, on compte sur une seule chose, c'est le déclin des États-Unis et le déclin de l'Occident. Il suffit de remarquer ce qui se passe actuellement, surtout en Europe, c'est exactement ce qu'ils avaient prévu. Et ce déclin-là va leur permettre grâce aussi au nombre, à prendre une place beaucoup plus importante dans nos sociétés. Et d'ici 50, 60 ou 100 ans, cet islam-là sera majoritaire, c'est sûr. Et ils vont vouloir instaurer un régime islamique. mais justement, ce sera ma dernière question, Pierre Martinet. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Pris en otage, un agent du service Action raconte, qui est paru aux éditions Mareuil. Euh, Finalement, cette avancée islamiste en Europe que vous avez vécu sur le terrain en Libye, au Liban, enfin que vous avez vécu pendant plusieurs décennies en première ligne, finalement cette avancée, est-ce qu'elle n'est pas le fruit de notre faiblesse, mais de notre faiblesse globale? C'est-à-dire qu'on sait très bien que, et d'ailleurs c'est pour ça que les Kadhafi, les Saddam Hussein, quoi qu'on en pense par ailleurs, étaient des hommes à poigne parce ils avaient compris finalement que pour mater les islamistes, il fallait pas forcément la démocratie. Est-ce que nous, face à ça, vous avez parlé des droits de l'homme tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas piégé par nos propres idéologies et par nos propres faiblesses? C'est un peu comme à la cour de récréation, on baisse la tête plutôt que de taper sur celui qui nous embête un peu trop longtemps, quoi. Est-ce que c'est pas ça le problème? On est totalement piégé. Vous avez exactement résumé la situation. Nous sommes totalement piégés. Et plus on va attendre, plus ça sera dur de le stopper et de faire demi-tour. Chaque année qui passe est une année perdue sur le combat contre l'islamisme. Et aujourd'hui, ce qui me désole, moi, depuis de nombreuses années, c'est que je prends le cas de la France, on devrait être tous solidaires face à ce danger islamiste. Et comme en 1940, il y a une partie de la France qui est, comment dirais-je, qui approuve ce projet islamiste et les autres qui essayent de démontrer que si on ne fait rien, nous courons notre perte. La grande différence, et moi, je n'ai pas peur de le dire, c'est que le nazisme du 21e siècle, c'est l'islamisme. Ils ont le même projet que les nazis, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas le même cheminement, car en 1940, les nazis comptaient sur uniquement l'action militaire, et c'est ce qui a couru à leur perte, parce qu'ils n'avaient pas de levier idéologique, ils n'avaient pas de poche de logistique dans certaines villes ou dans certains pays, comme ça peut être le cas aujourd'hui avec les islamistes. Et aujourd'hui, les islamistes, ils sont tellement insérés dans les strates de la société, c'est un réel entrisme. On aura, plus on va attendre et plus ce phénomène-là, cette gangrène, ce cancer islamiste prendra des parts de marché, si j'ose dire, et gagnera à terme. Moi, je suis très pessimiste et je sais que je le verrai peut-être pas parce que je serai mort, mais peut-être mes enfants ou mes arrière-petits-enfants verront
que ce projet ira à terme. C'est écrit et ça en prend le chemin. Est-ce que la Coupe du monde au Qatar, c'est pas un petit peu le le la conclusion de cette percée islamiste? Parce que le Qatar, c'est quand même un pays assez trouble. Vous en avez parlé tout à l'heure, dont certains dirigeants ont protégé. Est-ce que c'est pas une folie, cette Coupe du monde? Si vous voulez, la Coupe du monde, c'est l'exemple concret que Du nous soft sommes power, incapables, c'est du soft nous sommes power. incapables de traiter le mal à la racine. Les frères musulmans sont protégés et sont alimentés par le Qatar. L'Arabie saoudite, c'est le wahhabisme, le salafisme. La Turquie, ce sont Minigorus et autres. Donc, si vous voulez, on est pris entre le marteau et la plume. On est dans le en même temps. On sera incapable de lutter contre ces phénomènes-là, car les pays qui les alimentent, qui les nourrissent, eh ben, nous nourrissent aussi parce que nous n'avons aucune énergie chez nous et on va chercher le pétrole et le gaz là-bas et donc on est coincé. Donc nous courons à notre perte. Moi, je suis sidéré et effrayé par cette lâcheté que nos gouvernements successifs ont depuis de nombreuses années, uniquement pour des raisons économiques. Pierre Martinet, merci. C'est moi qui vous remercie.